Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans 101%. Aujourd'hui au sommaire de l'émission, la critique de Pixel Junk Side Scroller, je n'arrive pas à le dire. Allô, Davy, ici la voix. Bonjour Davy. Bonjour la voix. Tu as très mal prononcé le premier jeu. C'est vrai. Est-ce que tu peux le redire s'il te plaît? Pixel Junk Side Scroller. Très bien, enchaînons quand même parce que les gens regardent. Un des 6 sur Cendre. Peut-être que la voix a déjà joué à ce jeu. Je ne sais pas tout. C'est un jeu de rôle. Non. Non, très bien. C'est la rubrique smartphone, auto, mais on commence avec les news. C'est du 4 au 6 novembre que s'est déroulée à Bruxelles l'édition belge de Japan Expo. Les visiteurs semblent être venus en masse, surtout le week-end, pour acheter, échanger ou tout simplement se divertir auprès des nombreux stands présents dans la convention. Concernant la partie jeux vidéo, cette dernière bénéficiait d'une fréquentation assez modeste par rapport au reste, à part peut-être sur le stand Ubisoft où les visiteurs se réunissaient en force pour s'essayer au tout nouveau Just Dance 3. En cherchant bien, on pouvait également se trouver du rétro et même se friter sur un bon vieux Street 2 à l'ancienne. Outre les stands marchands qui vendaient les items classiques et l'espace culturel qui proposait des activités telles que du taiko, du go ou encore de l'origami, on pouvait retrouver les différentes équipes des fictions diffusées sur la chaîne. L'occasion pour nos amis du Visiteur du Futur, de Nerds ou de Noob, de rencontrer un public belge des plus sympathiques et de constater qu'on les suit également en dehors de nos frontières. Les concerts étaient également de la partie avec du Daisy Daisy, Wotaku World Wave, Yume Duo, mais aussi Uplift Spice, bien connu des services, ou encore la délicieuse Exochica d'Oral Vampire. Malgré les qualifications ECG, l'European Cosplay Gathering et quelques groupes bien inspirés, la partie cosplay était plutôt timide à l'intérieur du salon, même si certains avaient fait l'effort de proposer de jolis costumes. Un phénomène que l'on attribue sans aucun doute au fait que la discipline se soit vue renommée costumade. Et on finit sur un mot de Jean-François Dufour, le président de Japan Expo, qui nous fait son bilan de cette première édition belge. Ça a été un franc succès, peut-être qu'on a même été victime de notre succès puisqu'on a eu des difficultés le samedi à faire rentrer tout le monde. Mais voilà, pour une première édition, ça a été un grand plaisir de voir l'accueil chaleureux de nos amis belges. Et à ce niveau-là, je pense que le pari est relativement réussi. Maintenant, on sait qu'on a beaucoup de choses à améliorer dans l'organisation. Une première édition, c'est toujours particulier. Là, il fallait qu'on apprenne à connaître le lieu, le public, ses habitudes. Donc on va préparer tout ça pour en tirer les leçons pour les prochaines fois. Bonne nouvelle pour les fans de Harry Potter. Il n'y a plus que quelques jours à attendre avant la sortie du parodique Lego Harry Potter. Le jeu nous offre d'ailleurs un trailer de lancement dans la veine de ce à quoi la série des Lego nous a habitués. Pour rappel, le jeu retracera les événements des 3 derniers tomes, c'est-à-dire l'Ordre du Phénix, le Prince de Sang Mêlé et les Reliques de la Mort. L'occasion de revivre les années les plus mouvementées de la saga et d'aider le sorcier à la cicatrice à battre celui dont on ne doit pas prononcer le nom une bonne fois pour toutes. Harry defeat Lord Voldemort and his dark forces. Ah, tu as un truc juste au-dessus de la lèvre, juste au-dessus de l'autre côté. Ça tourne. J'ai rien à dire en fait. Je suis un peu perturbé. Alors, ici oui. la voix, Davy. Oui. Alors, on va peut-être faire une petite séance d'entraînement. Oui. En même temps, alors je te propose 4 séries de flexions, tout simplement. Je peux faire. Hein. Allez, Je suis c'est parti. Allez. Mais c'est quoi les flexions? C'est ça? Et 1, et 2, et 3, et 4. Et voilà, et comment tout de j'ai mal suite, et bien tout de suite, c'est les news. Non. Ah. Non, c'est la critique de jeu Pixel Junk Side Scroller. Pourquoi les jeux, ils ont des noms si compliqués? Et je sais pas si tu me parles. Non, Bah, je parle aux gens. Q-Games est l'un des studios de développement les plus prolifiques sur le PlayStation Network. Leur série Pixel Junk, qui a embrassé de nombreux styles de jeu, a toujours su placer la barre très haut en termes de finition et de réalisation. On notera en particulier les 2 excellents Pixel Junk Shooters, qui se sont attaqués au genre shoot'em up pour lui adjoindre une dimension exploration coop basée sur une mécanique des fluides aussi originale que maîtrisée. On pouvait ainsi jouer physiquement avec l'eau, la lave, le gaz, la glace, etc. pour finalement s'approprier un level design concocté avec un énorme soin.
Lorsqu'on a appris que le studio travaillait sur un projet 100% shoot, autant dire que l'on était à la fois impatient et curieux. D'autant que l'on avait déjà eu droit à une petite mise en bouche avec le stage bonus The Road to Dawn que l'on débloquait dans Pixel Junk Shooter 2 après avoir récupéré tous les diamants disséminés dans les niveaux. Un lien très fort existe d'ailleurs entre Pixel Junk Shooter 2 et Pixel Junk Side Scroller, un lien totalement assumé par le scénario du jeu. Le scénario des shoot'em up a souvent été un exercice de style dans le domaine du minimalisme premier degré. Une espèce de passage obligé pour les développeurs entre la punition et le clin d'œil adressé aux joueurs. Car bien évidemment, on ne joue pas un shoot pour son scénario. Pourtant, Q Games est parvenu à nous pondre une histoire rigolote, puisque Side Scroller n'est autre que le jeu vidéo avec lequel le pilote de Pixel Junk Shooter 2 passe le temps durant son voyage de retour sur Terre. D'où l'effet tube cathodique du jeu, ce dernier étant pratiqué sur un vieil ordinateur et l'écran qui va avec. Mais sachez, roulement de tambour, que lorsqu'il tournait en orbite autour d'Apoxus Prime, la planète investie dans les deux shooters, l'ordinateur du vaisseau a peut-être été infecté. Ils sont forts chez Q Games. Avec ce genre d'effort, comme celui consistant à pitcher leur jeu pour l'intégrer dans une espèce de mythologie pixel junkienne, ils font montre d'une passion communicative et d'une évidente volonté de faire plaisir aux joueurs. Du fanservice donc, mais justifié par une multitude de clins d'œil et de détournements de leur précédente création. Car si le gameplay de Side Scroller n'a plus grand chose à voir avec celui des shooters, on retrouve malgré tout un certain nombre d'ennemis et de mécaniques emblématiques de la série, dans un autre style. La différence la plus évidente entre Pixel Junk Side Scroller et ses demi-frères shooters, c'est le système de contrôle. Là où l'on utilisait les deux sticks de la manette pour diriger son vaisseau dans les shooters, seul un stick est nécessaire dans Side Scroller. Une différence qui accompagne bien évidemment le scrolling forcé de ce dernier et l'impossibilité de visiter les niveaux via un scrolling multidirectionnel comme dans les Pixel Junk Shooters. 3 niveaux sont proposés, plus un supplémentaire à débloquer, absolument magnifique, dont on ne va vous montrer que quelques images, que voici, histoire de ne pas vous enlever le plaisir de le découvrir. Franchement, c'est vraiment une claque. Les 3 niveaux principaux sont divisés en sous-niveaux qui possèdent la particularité de remettre à zéro votre arsenal. Contrairement à un Gradius par exemple, où perdre une vie s'avère être un handicap majeur, tant il est difficile de progresser sans être équipé au max, ici chaque sous-niveau est indépendant. Les armes sont au nombre de 3, la mitrailleuse, le laser et les bombes. Chacune peut s'upgrader indépendamment, il faudra donc faire des choix et upgrader celle qui convient en fonction des niveaux. Toujours pour simplifier les choses, les collisions avec les décors sont tolérées. Pour ce qui est des vies, elles sont partagées en coop à 2 joueurs, sachant que l'on peut être touché une fois avant d'exploser. Comme dans Pixel Junk Shooter, le fait d'être touché surchauffe le vaisseau. Il suffit donc de plonger dans une flaque d'eau ou de se placer sous une cascade, voire une goutte, pour revenir à la normale et bénéficier ainsi à nouveau d'une seconde chance. Le level design renvoie à des grands classiques du shoot, comme R-Type et Gradius bien sûr, mais aussi à Scramble et Defender, 2 références revendiquées par Q Games. Le boss du niveau 2 de Side Scroller est par exemple un hommage évident au boss du premier niveau de Gradius 2, le genre de petit détail qui fait plaisir. Certaines mécaniques de jeu liées à la gestion des fluides sont également reprises des Pixel Junk Shooters, comme l'eau qui solidifie la lave ou les gaz qui s'enflamment. On notera aussi la présence d'une voix française avec un fort accent japonais qui vous informe des upgrades d'armes et de la condition de votre vaisseau. Enfin, une petite jauge de combo située en haut au centre de l'écran permet de scorer si on parvient à la maintenir activée en détruisant régulièrement des ennemis. Et de petits bonus sont planqués dans les niveaux. Ultra référencé, old school en diable, Pixel Junk Side Scroller est pourtant d'une incroyable modernité. Par sa direction artistique, ses bruitages accompagnant dans le tempo ses musiques électro, mais aussi son évident désir d'accessibilité qui permet aux joueurs de tout horizon d'y trouver leur compte. Les checkpoints nombreux, le fait que l'on ne peut pas s'écraser sur les décors, les niveaux de difficulté variés ainsi que la simplicité du game system font de ce titre une petite merveille d'accessibilité. Les amateurs de shmup devraient quant à eux pouvoir se satisfaire des clins d'œil, mais aussi des combos, sachant qu'il est possible de débloquer un mode difficile et un mode brutal, avec des filtres graphiques bien funky, nécessitant de connaître les niveaux comme sa poche. Et puis quelle classe! Comme les Pixel Junk Shooter dont il reprend d'ailleurs le moteur graphique, Side Scroller tourne en 1080p et en 60 images par seconde. On ne regrettera finalement qu'une chose, que les niveaux soient si peu nombreux.
Julien Pirou nous Oui, parle... allô, oui. Ah non, pardon. J'ai cru que c'était moi. Non, Julien Pirou nous parle de jeux de rôle dans 1D6 et cette semaine, c'est Cendre. Rien à dire? Non. Non, bah j'écoutais. D'accord, très bien. Tu parles des cendres de Julien Pirou. Non. Bonsoir et bienvenue de l'autre côté de l'écran. Le post-apocalyptique est un genre très particulier de la science-fiction puisqu'il dépeint un futur dévasté où l'humanité tente de survivre après un cataclysme ayant ravagé la planète. Cendre est un jeu de rôle français qui se déroule dans ce type d'univers, popularisé par des films comme Mad Max ou des jeux vidéo comme Fallout. Mais au lieu de se dérouler en Amérique ou en Australie, Cendre met en scène l'Europe, ou ce qu'il en reste. Nous sommes 100 ans après la fin du monde. Malgré toute leur science et leur arrogance, les hommes d'avant n'ont pas su prédire ou prévenir le cataclysme qui a failli détruire l'humanité. Que s'est-il passé exactement? Nul ne se souvient. Tout ce que l'on sait, c'est qu'une déflagration sans précédent secoua jusqu'aux fondations du monde. Un raz-de-marée gigantesque redessina les contours des continents, tandis que partout la terre tremblait et se fissurait, abattant les cités et avalant les hommes. Alors que le ciel se couvrait d'un nuage de cendres qui dissimulait le soleil, démarra un grand hiver qui dura 9 longues années. Et finalement, l'éclaircie arriva. Ceux qui étaient parvenus à survivre sortirent de leur cachette pour redécouvrir un monde défiguré. C'était il y a 82 ans. Ce qui s'appelait autrefois Europe est désormais un territoire morcelé entre diverses factions et cités-états plus ou moins barbares, séparés par de vastes étendues sauvages, hantés par les pillards et les charognards de tout poil et battus par des tempêtes de cendres. La religion joue un rôle prépondérant dans l'Europe post-apo, qu'il s'agisse des résurgences de cultes d'antan ou de nouvelles sectes parfois cocasses ou sinistres. Le jeu présente succinctement l'ensemble de l'Europe mais s'intéresse plus particulièrement à la Bretagne post-apocalyptique et notamment la région de Rennes. Les joueurs sont des voyageurs, brigands ou marchands. Le système de création autorise une grande variété de professions et d'origines. Dans tous les cas, les joueurs seront des aventuriers prêts à braver les dangers de la route pour leur profit personnel ou leur communauté. Il faudra se serrer les coudes, car le monde d'après n'est pas franchement un endroit très fréquentable. Les personnages sont définis par des caractéristiques principales, comme la force, la dextérité ou la constitution, bref du classique. Mais aussi des caractéristiques de personnalité, comme le social, le calme, la mémoire ou la volonté. Cendre utilise un système à base de D20. Lorsque le personnage veut entreprendre une action, il se réfère au score de la compétence concernée et lance son D20. Le but étant d'obtenir un score inférieur à la compétence en question, sachant que les résultats du dé va subir divers bonus ou malus décidés par la situation ou le MJ. Si le jet est réussi et que l'écart entre le résultat et le score de référence est supérieur à 10, c'est une réussite critique. Les combats sont sales et violents. Les armes peuvent infliger des chocs, c'est-à-dire des dégâts étourdissants, ou des blessures sanglantes. Lors de l'usage d'armes à feu, le joueur annonce la partie du corps qu'il souhaite viser. Son degré de réussite va déterminer s'il touche sa cible à l'endroit voulu ou ailleurs. Un schéma permet de visualiser la localisation des coups. Si un joueur vise le bras, il peut donc très bien rater sa cible totalement ou lui loger une balle dans le ventre. Cendre est un jeu sympathique, car malgré le côté glauque et désespéré de son univers, les auteurs ont su lui insuffler beaucoup d'humour noir et de second degré. Les marges des pages sont ainsi parsemées d'anecdotes ou de dictons du monde d'après, souvent truculents. Certaines des communautés sont également pour le moins farfelues, ce qui ne les rend pas nécessairement moins dangereuses. On regrette juste que le but du jeu reste un peu vague, il manque au livre de base un petit chapitre introductif pour aiguiller les joueurs et maîtres de jeu quant au type de personnage qu'ils vont jouer et le type d'aventure qu'ils peuvent s'attendre à vivre. Bref, un petit travail d'accessibilité qui permettrait d'entrer plus facilement dans l'univers de Cendre. Mais ce n'est qu'un reproche mineur. Quant à moi, je vous dis à dans 2 semaines, et d'ici là, jouez bien. Alors Davy, tu vas nous parler. Pardon, je t'ai coupé. Vas-y, c'est parti. Maintenant, Alors Davy, en fait, voilà, je vais te passer quelqu'un. C'est la voix, mais je te passe quelqu'un que t'as pas vu depuis très longtemps. Davy, voilà, il y a quelqu'un pour toi. Salut beau gosse. oh, C'est Vanessa. oh bah alors ça faisait longtemps. Bienvenue. Ça faisait beau en Corse? Ah si, c'est très très beau. Ah bah c'est bien. Moi je suis content que vous soyez là. Allez, tu peux lancer la rubrique, Davy. Oui, c'est la rubrique Ah, Smart. attends, non, il y a Cyril Lambin qui veut te dire un mot. Bonjour Davy. Bonjour.
J'ai On vraiment... est tous là, on te regarde. J'ai On est l'impression tous que c'est un là. radio crochet. Oui, je vois que vous me regardez, c'est bien ça qui me gêne. La rubrique smartphone. Les développeurs de l'excellent Reckless Gateway, dont vous voyez maintenant des images, viennent de passer l'un de leurs vieux jeux en téléchargement gratuit sur Android. Il s'agit malheureusement de Raging Thunder, premier du nom, et non de sa suite, Raging Thunder 2, tout de même plus abouti. Dans ce jeu de course arcade basique, il suffit d'éviter les têtes de mort et de passer sur les petits éclairs pour augmenter sa jauge de boost. Réglé, de base, en accélération automatique et contrôle gyroscope, c'est ainsi qu'il s'appréciera le mieux, les contrôles tactiles n'étant pas franchement folichons. Assez instable et pas franchement fluide, Raging Thunder est donc téléchargeable gratuitement dans son intégralité, multi compris, pour peu que vous passiez outre les publicités affichées en bas de l'écran. Si ce n'est pas le cas, moins d'€1 suffiront pour s'en débarrasser. Cramer du zombie, telle sera votre glorieuse mission dans Corpse Granny, un puzzle game rappelant dans son principe Cut the Rope, en tout aussi cartoon mais en plus complexe. Il faudra en effet couper les chaînes, retenant une ou plusieurs boules de feu pour les faire tomber sur la tête de malheureux zombies. Alors bien entendu, il conviendra parfois de les faire osciller pour les libérer au bon moment, les morts vivants étant souvent à l'abri des décors. Le gyroscope est d'ailleurs mis à contribution dans certains niveaux, ce dernier permettant d'admirer le petit scrolling différentiel qui est là pour faire beau, juste histoire d'immerger un peu plus le joueur. Les décors proposeront de nombreux éléments interactifs, leviers, plateformes, tonneaux, rochers, tous gérés physiquement, avec lesquels il conviendra de composer. D'autant que le temps est compté et qu'un certain nombre de diamants vous sera attribué en fonction de votre rapidité et de votre adresse. 3 mondes, 3 boss et 45 niveaux, sans compter ceux que l'on pourra créer via l'éditeur, sont accessibles, ainsi que plusieurs types de boules de feu dont la couleur détermine le pouvoir. On peut ainsi brûler les zombies, mais aussi les électrifier, les écraser, bref, tout est bon pour en faire de petits steaks fumants. Puzzle malin, interface intuitive, challenge relevé, direction artistique d'outre-tombe à la Scooby-Doo, tout est là pour faire de ce Corpse Granny un énorme succès. Mage Gauntlet se présente comme un action RPG ambitieux et plutôt complet, rendant hommage aux classiques de la Super Nintendo, tels que Secret of Mana. Jouable sur iPhone, mais aussi sur iPad en doublant la taille de l'écran, ce titre propose les graphismes 2D au style pixel assumé des productions Rocket Cat Games. On doit en effet au studio de développement indépendant les excellents jeux d'action Hook Worlds et Super Quick Hook, tout aussi 2D et pixelisés. Mage Gauntlet aligne 42 niveaux avec la possibilité de dasher, d'utiliser une épée, mais aussi divers pouvoirs magiques, le personnage pouvant être équipé de différents costumes et accessoires comme des chapeaux. Très agréable à diriger via l'écran tactile, le personnage évolue avec fluidité, ses principales actions s'accomplissant en appuyant sur les boutons dédiés. Un titre à découvrir, tout particulièrement conseillé aux nostalgiques. Et on conclura ces news avec un superbe jeu réalisé sur iPhone, iPad et iPod Touch à l'aide de l'Unreal Engine, le moteur graphique d'Epic utilisé entre autres sur la série Gears of War. Développé par le studio australien Uppercut Games, Epoch est un jeu d'action ambitieux visant clairement le gamer qui met en scène un robot de combat dans un monde post-apocalyptique. Basé sur un game system à l'ancienne, façon Operation Wolf, mais avec le personnage présent au premier plan, Epoch permet d'admirer à loisir les nombreuses animations du robot, capable d'exécuter des roulades sur les côtés, d'utiliser tout un arsenal d'armes diverses et également de se planquer derrière les décors via un cover system plus en phase avec les productions actuelles. Une production ambitieuse qui illustre bien l'évolution en marche des jeux sur smartphone et écran tactile qui ne se contentent plus du statut de minigames passe-temps. Je suis très content qu'on arrive à la fin de cette émission, enfin pratiquement, il me reste plus que 2 plateaux. Ici la voix, alors il y a encore quelqu'un qui veut te parler, c'est François Descraques. Faut que je te passe François Descraques. Allô Lévi, ça va bien? Je voulais te dire que je te trouve très mignon et je te ferai bien des bisous sous le t-shirt. Je suis très content que tu sortes le DVD du Visiteur, François. Il est parti, il peut pas faire sa promo, il est parti. D'accord, très bien. Eh bien, en parlant de Visiteur, Caroline dans Auto. Allô? Chez Caroline à l'appareil. Ah c'est bien, tu fais bien les voix.
bienvenue dans Auto. Alors comment ça va? Heureux avec toutes ces merveilleuses nouveautés surprises qui sont arrivées la semaine dernière? Et bah cette semaine il y en aura encore pas mal, même si en soi ça vous surprendra peut-être un peu moins, mais ce sont quand même de très beaux clips. On aura aussi les topics, la découverte qui est très mignonne cette semaine, mais on commence de suite avec les releases. On commence les releases avec Kanon dont le single Koi no Do Otei est disponible au téléchargement légal en Europe. Le single est composé de 3 pistes dont l'instrumental de Koi no Do Otei. Ensuite, c'est la nouvelle reprise de Meg qui est disponible elle aussi de façon numérique. Il s'agit de Still Love Her, le ending de la 2e saison de City Hunter, plus connu chez nous sous le nom de Nicky Larson. Le prochain titre de Meg sortira le 28 novembre et sera un générique de Ken le Survivant. Attention, voici qu'arrivent 3 bandes originales d'animé Ghibli. Et c'est une sortie non numérique, donc que vous pourrez acheter de manière réelle dans le commerce. La première BO dispo est celle de Mon voisin Totoro. L'autre bande originale est celle de Nausicaa de la Vallée du Vent. Avec 13 pistes, il y a facilement de quoi s'immerger dans l'univers de ce beau film d'animation particulièrement culte. Et enfin, le 3e est Laputa, le château dans le ciel. Bien sûr, d'autres albums sont en préparation comme celui de Kiki la petite sorcière, Le voyage de Chihiro ou encore Princesse Mononoke. Ils sortiront au rythme d'un album tous les 3 mois, ce qui permet de ne pas se ruiner d'un coup. On débute les topics avec de nouvelles infos mais surtout des photos des JKT48. Pour ceux qui n'auraient pas pu voir la news dans Auto il y a quelques temps, Monsieur Akimoto Yasushi, le créateur d'AKB et des autres groupes sœurs, a décidé de créer un groupe basé sur le même concept mais à l'étranger. Le premier est les JKT48 basés à Jakarta en Indonésie. Pour la première génération des JKT48, 28 filles âgées entre 13 et 20 ans ont été sélectionnées et ont déjà chacune leur photo de profil sur leur site officiel. Si vous allez dessus, vous devez lire l'indonésien, hein, sinon vous serez comme moi complètement perdu. Sinon bien sûr, en fait il y a une version japonaise et là je me sens un peu moins perdue. En tout cas, sachez que Monsieur Akimoto ne se repose jamais puisque un groupe basé à Taïwan devrait lui aussi voir le jour en 2012. Ça risque de faire un peu redondant car une fois de plus, je vais vous parler des groupes de Akimoto-san. Un nouveau service internet pour les fans des AKB48 a vu le jour le 1er novembre. Vous pouvez pour environ 13 € par mois avoir une adresse email en akb.com quelque chose, acheter des tickets pour les concerts des AKB, mais surtout, le gadget sur lequel l'accent a été mis, c'est sur le AK Baby. Si vous uploadez votre photo, vous pouvez choisir avec quel AKB vous voulez avoir un bébé et hop, magie de trafic image, une photo s'affiche avec ce que donnerait le résultat entre vous et la AKB que vous avez choisi. Oshima Yuko était un petit peu gênée à la présentation du AKB Official Net, donc le fameux service en question, car pour faire la démonstration, ils ont utilisé sa photo ainsi que celle du Premier ministre Noda, et le résultat est particulier. En tout cas, le Premier ministre espère de tout cœur réussir à inverser la courbe du déclin des naissances au Japon. Pour finir les topics, notre mini-star Ashida Mana. Alors depuis le succès de Maru Maru Mori Mori, elle s'est lancée dans une carrière solo. Son premier single s'est placé directement 4e au Top Oricon, ce qui fait d'elle la plus jeune artiste à placer son premier single dans le top 10. Après cet exploit, on passe à l'album. Et c'est assez dingue en fait à réaliser puisqu'elle n'a que 7 ans et elle a déjà un album en cours. En plus, de grands noms de la scène musicale nippone participent à cet album comme Takeuchi Maria ou encore Kishitani Kaori. Il sortira en 2 éditions le 23 novembre et s'appelle Happy Smile. Cette semaine, vous allez découvrir une artiste aux multiples facettes et qui a commencé sa carrière très jeune. Elle a sorti son premier single chez Pony Canyon en juillet 2011. Il s'agit de Milky Bunny. Alors Milky Bunny, ce n'est évidemment pas son vrai nom, elle s'appelle Masukawa Tsubasa et a débuté comme mannequin à 17 ans pour le magazine d'ado Pop Teen que j'ai moi-même souvent acheté parce qu'il y avait souvent Ayumi en couverture dessus. Et elle avait déjà sorti un premier single en 2007 qui s'appelle Magic to Love sous le nom de Tsubasa. Cette même année, elle s'est mariée avec un collègue mannequin qui posait pour le magazine Man's Egg. Du coup, son nom officiel est devenu Umeda Tsubasa, mais pour le travail, elle garde son nom Masukawa Tsubasa. En 2009, ils ont même eu leur premier enfant, un petit garçon. Ouais, c'est difficile à croire parce que vu comment elle est belle, et non, elle est quand même maman déjà. Ensuite, elle est devenue talento, ça veut dire qu'en fait, elle participe à pas mal de petites émissions de télé en tant que guest ou carrément en présentatrice. Et ça ne s'arrête pas là, elle est aussi devenue l'égérie de plusieurs marques de cosmétiques et de fringues. C'est pas pour rien qu'au fond de mon cœur, ça reste la reine des fossiles. Moi qui ai passé un an au Japon, on la voyait partout, sur tous les trucs de fossiles avec ces styles en fait qui, à mon avis, ne sont pas très vrais. En 2010, elle intègre le magazine Sœur de Pop Teen, Pop Sister. Bref, Tsubasa en fait, on la voit un peu partout sans vouloir, elle est un peu
Cette Tokyoite stylée et classe, celle qu'on a l'impression de voir à chaque magazine de mode qu'on prend dans une librairie au Japon. Et quand le succès sonne à la porte, qu'est-ce qu'on fait? On devient chanteur ou chanteuse dans le cas de Tsubasa. Au Japon, c'est souvent comme ça que ça se passe, et cet été, elle a donc refait ses débuts sous un nouveau nom de scène, Milky Bunny. Son premier single, Bunny Days, est son premier essai en tant que parolière. Elle a coécrit les paroles avec Kaji Hideki, et pour la musique, c'est Corin ou Corinne, le même compositeur en tout cas que pour Vivinatsu des Paspo. Un bon succès pour un premier single, puisque Bunny Days s'est classé 12e lors de sa sortie au Japon. Quelle place aura-t-il dans le J-Top? Ce sera à vous de le décider en votant. C'est la fin de l'émission, il est temps maintenant de passer aux nouveautés qui entreront en rotation sur nos lives juste après le J-Top samedi soir. Et cette semaine, entre autres, nous aurons Milky Bunny avec Bunny Days, je vous l'ai présenté il y a quelques instants. Il y aura également un nouveau clip de Kuleba, Come On Let's Go, un clip vraiment génial, je vous recommande de le voir vraiment au J-Top. C'est génial parce qu'en fait il fait la première partie avec la musique et tout, et la deuxième partie c'est la même chose mais en a cappella, et il aggrave la classe Kuleba. Ensuite il y aura Cro-Magnon avec Riding the Storm, il y aura également NaNoWriMo avec Seratona, donc NaNoWriMo qui est un groupe que vous avez dû voir dans le Tokyo Café où il y avait Up Spice ainsi que Unlimits, c'est ça? Donc voilà. Et Scarsborough, voilà, et là nous avons le clip Seratona. Ensuite il y aura Kato Milia avec Shimizu Shota pour la chanson Believe. Il y aura également Mito avec No One Really Cares. Le clip du HP pour lequel vous votez chaque semaine sur le forum de No Life. Et enfin, excusez-moi, il y aura Unison Square Garden avec Oliongo Nazuru qui est l'opening de Tiger and Bunny. Oui, encore un clip avec un tie-up. Et on se quitte là-dessus. Je vous fais des gros bisous, à la semaine prochaine dans Auto. Et surtout, pensez à voter pour le J-Top. Bye! Voilà, ce 101% est terminé. Merci à tous. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre... pardon, j'arrive. Je sais pas si ce truc va rester dans les annales ou pas. En tout cas, ça sera un 101%. C'est déjà ça.